Il n'y a pas d'erreur. Bienvenue à Galway, Léon. Après une année 1985 aux petits oignons pour notre étalon italien, parce que Rambo 2 de George Pan Cosmatos et Rocky 4 de lui-même, succès démentiel pour le bonhomme, va s'en suivre plusieurs revers cinématographiques avec Le Cobra, toujours de Cosmatos, Over the Top de Menahem Golan et Rambo 3 de Peter MacDonald, qui n'ont pas tout à fait cartonné, au pire un succès d'estime, mais surtout se sont fait défoncer par les critiques et même par certains fans hardcore de la star parfois. Tu devras te torcher avec ta chemise. Tu as un seul uniforme. Ton matricule est 510. Avant les déboires du début des années 90, où Sly va enchaîner les comédies ratées et un Rocky V qui ne convaincra que bien plus tard, 1989 sera l'année de deux films qui vont rester en tête, le sympatoche Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli et ce Haute Sécurité de John Flynn. Tandis que moi j'échouais à Gateway, le pire trou du cul de ce système. John Flynn est un réalisateur extrêmement doué et qui nous aura donné de grands petits films, souvent oubliés, et extrêmement violents. Citons Échec à l'organisation avec Robert Duvall et Jordan Baker, Légitime violence avec Tommy Lee Jones, Les Massacreurs de Brooklyn avec Ian Michael Vincent, et surtout, de 1987 à 1991, trois films qui, eux, vont rester. Pacte avec un tueur avec Brian Denny et James Woods, dont je parlerai très bientôt, ce Haute Sécurité et le Justice sauvage avec Steven Seagal, meilleur film pour moi du saumon agile. Un réalisateur discret dont peu de gens connaissent le nom, mais impactant et capable de nous mettre un bel uppercut quand il le veut. Tu avais enfreint la loi ? Tu avais enfreint la loi et j'ai été puni. Et j'ai eu 5 années de plus. Le réalisateur est originaire de Chicago comme notre Michael Mann favori et d'origine irlandaise. Flynn aurait pu, que dis-je, aurait dû être flic. Il aura été boxeur mais très vite éclaté au sol, et c'est le baseball et le droit, mais va se lancer dans le cinéma pour les filles, ce qui va l'empêcher de continuer sur sa voie catholique à cause des séances double programme du dimanche matin. À Gateway, 6 mois, ça peut être toute une vie, tout peut arriver. C'est très dur ici, Franck. Il va bosser avec Robert Wise, John Sturges, notamment sur La Grande Évasion, et s'y mettre lui-même. Il va rencontrer Stallone, qui devait travailler avec William Friedkin sur deux films, The Executioner et Gangster, oui je sais, j'imagine le fantasme, qui ne se feront pas, et qui a un trou dans son calendrier. Il va donc travailler le film avec des couleurs très dures, comme celles des films de la Warner de l'ancien temps, et de longues focales avec des objectifs Zeiss. C'est James Woods qui va convaincre Flynn de tourner le film en tant qu'ami de Stallone, les mettre en relation. Il avait besoin de Woods pour convaincre le réalisateur. Vous apprendrez que les détenus sont plus forts physiquement que vous ne pouvez l'imaginer. Ne les sous-estimez pas. Stallone va monter sa boîte de production, White Eagle, et va produire donc son premier film avec la Carolco et la Gordon Company. La bande-annonce d'époque laisse l'acteur dans l'ombre comme s'il voulait s'effacer devant le sujet, ce qui ne sera pas loin d'être le cas, et qui est plutôt bon signe et rafraîchissant. Le sujet est certes très classique, avec un univers carcéral, mais très solide aussi, d'autant qu'il tourne avec des très bons acteurs et de véritables détenus de la prison d'état de l'East Jersey. Il y a une place ici qui est pas à toi. Non, sont toutes à moi. Si t'en veux une, t'as qu'à payer. Seul problème, respecter les horaires. Une fois fermée, la prison, elle, ne peut réouvrir. Et Stallone en fera les frais en arrivant une fois en retard et devra attendre la réouverture des portes. Le scénario est de Richard Smith, Henry Rosenbaum et surtout Jeb Stuart qui va travailler lui sur Piège de cristal de McTiernan, Léviathan de Cosmatos, 48 ans de plus de Walter Hill, Le fugitif d'Andrew Davis que l'on adore, entre autres, et qui vont écrire le script au fur et à mesure. Alors pourquoi est-ce que tu le couvres ? Vous avez vos règles, nous on a les nôtres. En effet, une scène est tournée, l'équipe écrit la scène d'après, etc., etc., etc. 3 fins différentes sont écrites, dont une avec un combat dans un lac gelé, et c'est Rosenbaum qui va avoir l'idée de la chaise électrique. Tu voulais m'envoyer en enfer, hein? Eh ben c'est moi qui vais t'envoyer en enfer! Haute Sécurité prend la suite de nombreux films ayant eu lieu dans ce milieu, comme entre autres L'évadé d'Alcatraz de Don Siegel avec Clint Eastwood, Brubaker avec Robert Redford et Luc la main froide, tous les deux de Stuart Rosenberg, le dernier étant avec Paul Newman.
Avec son budget de 22 voire 24 millions de dollars, Haute Sécurité n'en rapportera que 22 aux États-Unis, c'est malheureusement peu, et 1 234 000 entrées en France. Allez, allez les filles, à l'intérieur. Vous me briserez pas. Des acteurs donc en acier trempé ici, avec bien sûr en héros Frank Leone, interprété par notre Sylvester Stallone. L'acteur ici n'en fait pas trop, c'est du bonheur, bien que victime des incessantes attaques de son bourreau. Nom et matricule. Léon 510. Il semble avoir mûri sous l'œil du réalisateur, et c'est avec plaisir que Sly revient avec ce je ne sais quoi qui fait de lui l'homme qu'on aime, transfiguré, un retour aux sources où son ego semble enterré. Donnez à Monsieur Léon des demi-rations pour le reste de sa peine. Oui, monsieur. Ici, victime de l'acharnement d'un directeur de prison, en plus d'être victime du système, aux punitions douteuses et qui nous glacent le sang, il va redevenir ce qu'on attend de lui, le héros solitaire dans un premier temps, qui va s'acharner à subir jusqu'à la revanche finale. Non. C'est ce que le film fait de mieux, mettre le héros à bas, le retrancher physiquement et psychologiquement dans les pires limites, dont aucune réaction n'est possible de sa part, sans risquer pour sa vie et celle du peu de compagnons qu'il a autour de lui. Seule idée, survivre, et ça le réalisateur John Flynn en est un spécialiste. Stallone en est même attachant, retrouvant quelque part les personnages que l'on a aimés, comme Rocky ou Rambo dans les 2 premiers films. Tu me veux? Tu vas m'avoir. Donne-moi ça. Tu me veux? Eh ben, tu vas finir par m'avoir. De plus, l'homme est entouré d'acteurs tout aussi balèzes que lui, donc du coup il fait plus petit, voire même plus balèze que lui, et les points qui d'habitude lui servent à s'en sortir ne lui sont ici d'aucune utilité. Hein? Tu vas griller juste le temps de dire ouf. C'est toi qui l'as dit. C'est ton parfait état de marche. C'est par sa seule volonté et la conviction qu'il peut s'en sortir qui le garde en vie. Clint Eastwood fut envisagé pour le rôle et c'est la première fois que le doubleur Alain Dorval ne va pas travailler sur sa voix. C'est le grand Michel Vignier qui s'y colle ici, qui le remplace et qui fonctionne ma foi pas mal. Tu n'as aucun droit ici en dehors de ceux que je te donne. Tu n'éprouveras aucun plaisir que je ne t'accorde pas. C'est l'enfer. Donald Sutherland nous l'ajoute, directeur de prison sadique et jubilatoire, un vrai concentré de salope comme on aime le voir jouer. Je croyais pouvoir compter sur vous, Weber. Il se laisse pas faire. Parce que vous ne titillez pas là où il faut. Warden Drumgoole, doublé en plus par le très grand Pierre Athé, acteur magnifique et voix de Doc Brown dans Les Retours vers le futur par exemple. C'est John Flynn qui va en faire un méchant plus maléfique que ce que le script proposait. Je veux que tu vois ça, Léon. L'homme déteste le personnage de Frank, à en devenir dingue, a dépassé tout ce qu'un homme digne de ce nom à son poste devrait et ne devrait pas faire. Casse-tout! Certes, l'acteur cabotine un peu, mais c'est toujours un plaisir sur un acteur de ce calibre. Il va passer beaucoup de temps avec le directeur de la prison où le film a été tourné afin de s'imprégner de son rôle. Fais-moi confiance que tu vas être ici aux travaux forcés pour le restant de ta vie. Il va devenir donc ce symbole du mal, ce diable régnant sur l'enfer dont la violence qu'il va déployer reste intense et inouïe. Paul Newman fut même un temps envisagé pour le rôle avant que Sutherland ne se fasse connaître, très intéressé par le projet. 1, je suis Meissner. 2, déconne jamais avec Meissner. Le capitaine Meissner est lui interprété par John Amos, c'est lui qui gère les matons et semble désapprouver petit à petit, en connaissant Frank, en apprenant à le connaître, les agissements de son directeur tout en lui obéissant aveuglément par obligation. Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit, Frank. Accepte le système. Accepte-le ou ce ne sera que plus dur pour toi. Amos a été vu dans de nombreuses séries, des mini-séries, des téléfilms et au cinéma, il va être Seth dans le Dark l'invincible de Don Coscarelli, Un prince à New York de John Landis, 58 minutes pour vivre de Rennie Harlin ou Le Ricochet de Russell Mulcahy. Mario Santini le double sur ce film. Frank Leone, c'est ça? Ouais, je m'appelle Dallas, j'étais à Trenmore en même temps que toi, juste avant que tu te fasses la malle. Dallas Higgins est joué par le regretté Tom Sizemore, dont c'est le premier rôle au cinéma sur ce film. Tu veux te faire la malle? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es à moins de 3 semaines de la sortie. Pas de question, aide-moi.
Si c'est ça que tu veux que je te trouve, ça me prendra au moins 2 jours. Il est l'homme qui va aider Frank pour trouver un boulot en prison par exemple, ou l'aider du mieux qu'il peut en tout et n'importe quoi. Et c'est par là le raccourci jusqu'à la chaudière. Mais non, c'est par là. Non, je me rappelle le plan, je peux t'affirmer que c'est par là. Je te l'affirme puisque je te le dis. Plein de gouaille et de joie de vivre, il est le gars sympatoche, un peu idiot, mais au capital sympathie certain, jusqu'à la fin, où il retourne malheureusement sa veste, le trahir pour essayer d'avoir un peu de moins de temps en tôle, ce qui vaudra les foudres bien sûr du directeur en bonne saloperie qu'il est. J'ai 30 ans à tirer, mon vieux. 30 années. Le directeur m'a fait une offre. Son sacrifice pour Frank est absolument génial dans une scène digne de ce nom. Connard, t'as pas assez de couilles pour le faire. Tu te trompes. Roi du second rôle, on l'a vu dans le Blue Steel en voleur de supérette ou l'agent Dietz infiltré dans Point Break et aussi Max dans Strange Ace, tous les trois de Catherine Bigelow, vétéran de guerre dans Né un 4 juillet et détective dans Tueur né d'Oliver Stone, Cody dans le True Romance de Tony Scott, Michael dans le Hit de Michael Mann, Flick dans le Relic de Peter Yams ou Sergent dans le Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg et tellement d'autres que j'aimerais nommer mais qui prendraient 1 heure. Lâche-le, Manly! Lâche-le! Malheureusement, le 18 février 2023, Tom Sizemore est victime d'un anévrisme cérébral et décédera le 3 mars. Philippe Pétieux est son doubleur ici. T'as quelque chose à dire? Ouais. Dis-le, vas-y. Premier down. Va te faire foutre, c'est ton dernier. T'es mort, Léon! Sonny Landman, notre indien fou préféré et membre du groupe Chink ici, Chink Weber, l'homme de main du directeur, le salopard de service, le fumier, l'infâme, le dégueulasse, qui provoque Frank dès son arrivée. Me dis pas que 6 semaines au trou t'ont enlevé tes couilles et ton appétit. Acteur au passé criminel que l'on a vu dans des films comme Sans retour ou 48 heures de Walter Hill, Le Prédateur de John McTiernan ou Action Jackson de Craig Baxley, il est toujours très à son aise pour jouer les salopards ou les hommes toujours un petit peu barrés. C'est pas terminé, fils de pute. De 1998 à 2001, Sonny Landman va passer 3 années encore en prison pour avoir agressé son épouse, alors que le couple était en instance de divorce. En septembre 2006, il est impliqué dans un très grave accident de la route et est amputé des 2 jambes. Sonny Landman meurt le 17 août 2017 à l'âge de 76 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Je te l'avais dit que je jouerais avec toi, petite pute. C'est ici la grande voix de Richard Dabois qui travaille dessus, impeccable comme à son habitude. Ah, je vois pourquoi on t'appelle Eclipse. Tu fais quoi? 2 mètres? Ouais, c'est vrai que je cache pas mal de soleil. Ouais, c'est vrai. Eclipse est joué par Frank McRae, dont c'est la 4e participation dans des films de Sly comme Fist, qui n'a rien à voir avec la fistinière, de Norman J. Winson, La Taverne de l'Enfer et Rocky II de Sylvester Stallone. Tu sais, j'avais un type dehors qui me procurait de très bons Havanes. Pas cette saloperie. Avec son physique très imposant, le gars fait 2 mètres, il fut footballeur professionnel et jouer au cinéma ne fut que la suite normale de sa carrière. T'en as mis du temps. T'as l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Et moi, j'ai besoin d'exercice. Il est ici responsable de la mécanique dans la prison et va se prendre d'amitié pour Frank, l'aider pendant le match, et Frank va lui rendre l'appareil en travaillant sur une voiture. Ouais, c'est ça, vas-y. Ça y est. Il est le capitaine ordurier comme jamais dans le 48 heures de Walter Hill, ainsi que sa suite, Permis de tuer de John Glenn et encore une fois, le capitaine de Jack Slater dans Last Action Hero de John McTiernan. Le grand Med Hondo qui fait la voix d'Eddie Murphy le double ici. Vous devriez peut-être jeter un coup d'œil sous le capot. Ouais, je ferais peut-être bien. Melissa, la femme de Frank, est interprétée par Darlan Fuegel, ancien mannequin de chez Ford Model Management. On la voit pour la première fois dans Les yeux de Laura Mars d'Irving Keschner, puis ce sera Les mercenaires de l'espace de Jimmy T. Murakami, Eve dans Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, et c'est surtout son rôle de Rose dans le super policier de Los Angeles de William Friedkin qui va la laisser dans nos mémoires. C'est l'indique de Richard Shantz. C'est l'heure. Oh, joli spectacle. À la télévision, elle remplacera le personnage de Didi McCall dans Rick Hunter, mais ne s'entend pas du tout avec l'acteur principal Fred d'ailleurs. Elle demande à partir et son personnage sera tué. Pourquoi est-il en isolement? Je n'ai pas cette information. Oh, vous n'avez pas cette information. Alors je veux voir le directeur tout de suite. Elle essaie par tous les moyens de voir Frank en prison, mais bien sûr, cette salope de directeur l'en empêche, et les retrouvailles ne se feront qu'à la fin. C'est Véronique Augereau qui fait sa voix française.
Et enfin, en tant que membre des Chink, un très jeune Danny Trejo joue ici après son apparition dans Runaway Train, en prisonnier bien sûr encore. Il fera ses armes chez Robert Rodriguez dans Desperado, Une nuit en enfer ou Machete, et on l'a vu dans un nombre de films considérables ou de pubs mexicaines. Today I'm making fajitas for the family, old El Paso style. Et la liste est longue. On a mis du temps. T'as l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Et moi, j'ai besoin d'exercice. T'es mort, Léon! C'est la première collaboration entre le compositeur Bill Conti et le réalisateur John Flynn pour ce film d'action avec Sylvester Stallone. Ils se retrouveront un peu plus tard une seconde fois pour un téléfilm qui s'appelle Nails, qui sera tourné en 1992 avec Dennis Hopper. Mais bien sûr, c'est loin d'être une première pour Bill Conti et Sylvester Stallone. Intrada sortira en 2005 un album remasterisé avec le score complet du film, un compositeur souvent oublié d'ailleurs en édition CD. Quand est-ce qu'on aura une vraie intégrale Rocky? Ici, c'est un mélange d'orchestre et de synthétiseurs qui vont effectivement faire très 80s à l'approche des 90s. Un thème principal plutôt beau et bien foutu, avec une tonalité très nostalgique grâce à son piano, instrument préféré du compositeur, et que l'on entendra tout au long du film. En principe, ça porte chance. Ah, c'est chouette. Le thème évoque aussi l'espoir dans cet enfer carcéral. Dès le morceau Welcome to Gateway, l'ambiance, elle, devient lourde et très sombre, les cordes, cuivre et rythme électronique deviennent vite très menaçants et surtout agressifs. Le thème de Drumgool et ses cuivres sombres intervient aussi assez vite, toujours avec en fond ces rythmes électroniques, un thème menaçant donc qui va rester pour nous rappeler ce que vit notre héros. Tu ne peux pas tuer un homme, Frank. Tu n'es pas un assassin, tu n'en as pas les couilles. La scène du match de football est quant à elle brillant tour de force orchestral et des percussions très martiales qui sont accompagnées du cuivre et de cordes dont le ton monte en pression, à l'instar des entraînements de Balboa, où les thèmes se mélangent et donnent un ton très héroïque et sportif. Tu vas pas me laisser tomber. Allez, debout. L'on fonce alors sur les pics avec des envolées et des morceaux intimes avec toujours ce piano solitaire. Morceaux d'action donc très rythmés et d'autres plus tranquilles font de ce score, qui n'est peut-être pas le plus original de son compositeur, mais écrit au petit cordeau, et il connaît la musique, c'est un fait, et va coller aux images comme jamais, exactement ce dont tout film digne de ce nom ont besoin. Une musique pour moi impeccable donc, et qui ne laisse pas indifférent. Tirez sur moi! Ne tirez pas! Tirez sur moi! Il a la main sur l'interrupteur. De ce flic qui devait violer Melissa. Et de Dallas. En regardant Haute Sécurité, on pense beaucoup à Robert Aldrich sur ce thriller couillu qui ne fait jamais semblant, même si l'on a droit aux scènes classiques de films de prison comme le match de football, ou pour montrer l'amitié entre taulards, le montage d'une voiture, sous une chanson des années 80 façon Rocky Balboa, qui sera bien sûr détruite pour mieux briser le moral des détenus. Les salauds. Le film a comme une idée de film d'époque bienvenue, assez violent et une mise en scène irréprochable. On repense avec plaisir avec ce cinéma simple et burné d'antan, sans trop d'artifice ni d'exagération, un film dont Sly aurait pu en faire plus, proche de devenir une sorte de Paul Newman bodybuildé, un Luc la main froide Rital. Je l'avoue, monsieur Meissner, tout ce qu'il vient de vous dire est vrai. J'ai tout monté pour le piéger, tout. Le film est puissant, nous laisse clouer avec un très habile sens du suspense où l'on assiste, impuissant à des tortures infâmes, impuissant à regarder cela, impuissant jusqu'à se demander vraiment, ce qui est rare sur un Sly, comment va-t-il faire pour s'en sortir, bordel de merde. Il semble apathique. Réveillez-le. Les décors, eux, sont impressionnants, nous étouffent, quelques petits matte painting vraiment bien foutus. John Flynn nous balance son et lumière comme il les a prévus, ce qui va rendre la prison presque vivante, glauque, étouffante, en tout cas nous faisant l'effet d'être ce qu'elle est censée être, un monde implacable et qui participe à l'immersion, et pour les prisonniers, et pour les spectateurs. J'ai dit de le mettre au trou. Je ne peux pas faire ça.
Mettez monsieur le directeur en cellule. Oui. Violence, rage, haine, désespoir nourrissent un film aux airs de série A, mais avec le cœur gros de ce qui nous nourrit plus que de raison, la bonne grosse série B couillue, bien foutue et travaillée. Bref, un film qui, malgré ce que certains pourraient voir comme un film cliché, avec ses scènes de prison donc vues plusieurs fois, le choix de John Flynn à réalisation efficace au plus haut point, et qui pousse la violence le cran au-dessus de ce que l'on attend pour notre plaisir le plus grand, un Stallone qui nous sert une composition parce que c'en est une et que l'on n'avait pas vu depuis trop longtemps, débarrassé de son ego, redescendu sur terre, voire en dessous, en enfer. Bref, un film qui fait du bien. Votre incroyable sourire. Je ne lui mettrai pas bien sûr un 6 sur 6, faut pas déconner, mais un bon 5,5 parce qu'il s'en rapproche de la perfection, on n'en est pas loin. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à m'en parler, il me tarde de savoir ce que vous en pensez et de vous répondre. Pensez à vous abonner si vous le pouvez, c'est gratuit, et d'activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour du très lourd. Bye bye.